Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce 43e épisode déjà de Divergence. Divergence aujourd'hui avec messieurs Fabrice Sorlin et Xavier Moreau. Comment allez-vous? Bonjour Ça Alexis, va. impeccable, merci. Alors, vous avez eu beaucoup d'actualités cette semaine, Fabrice, notamment sur ton canal Telegram. Je le rappelle, il est noté juste en dessous de toi dans la barre de recherche Telegram. Vous tapez Fabrice Sorlin, vous arrivez sur ton canal, Fabrice, où il y a énormément d'actualités, d'informations sur l'actualité qui a marqué ces 15 derniers jours, notamment sur la question de l'Iran. Voilà, donc Fabrice, est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton canal? Oui, non, j'ai suivi l'actualité de très près sur ce qui s'est passé dans ce qu'on va appeler maintenant la guerre de 12 jours, même si je pense que cette guerre n'est pas terminée, c'est juste une première bataille qui vient de se terminer avec la victoire de l'Iran. Donc oui, j'ai suivi ça effectivement de très près parce que c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. Je me suis rendu de nombreuses fois en Iran, j'y ai travaillé. Enfin, j'ai travaillé avec des Iraniens. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai suivi ça et je vais continuer à suivre les prochains rebondissements car il ne faut pas en douter, il y en aura dans les semaines ou les mois qui viendront. Ça, c'est clair que je pense qu'on ne peut pas s'appuyer comme argent comptant sur ce que dit Trump et ce que feront les États-Unis. Xavier Moreau, une actualité faste cette semaine, notamment avec un interview extraordinaire que tu as réalisé pour GPTV. Donc là, je vous engage tous à aller regarder sur la chaîne de GPTV l'interview exclusive. Alors ça, personne n'avait jamais fait en France de Soloviev. Bravo. Merci. L'interview a été réalisée il y a un mois à peu près déjà, mais elle a été mise en ligne hier, effectivement. Voilà. Donc l'interview est passionnante et puis bien sûr Xavier Moreau, on le présente pas, Stratpol tous les vendredis ou samedi matin et puis l'émission d'RT en live le vendredi soir. Messieurs, on a choisi deux thèmes aujourd'hui cette semaine pour commenter l'actualité. Eh bien, on va parler de Bardella 2027 et le sujet central de cette émission, le sujet phare, ce sera l'OTAN Ukraine-Iran. Est-ce qu'il y a un double langage et est-ce que Trump est le leader du monde moderne? Tout de suite, générique. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Allez, le polyamour de Marlène Schiappa, c'est peut-être l'histoire, messieurs, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je vous le rappelle, et notamment sur cette chaîne, il y a de ça quelques mois, puisqu'en mars, Marine Le Pen avait été condamnée à une peine d'inéligibilité. On avait eu notamment différents invités du Rassemblement national et Thierry Mariani sur cette chaîne, notamment, nous disait « Il n'y a qu'un plan A, c'est Marine Le Pen, et qu'un plan B, éventuellement, c'est Marine Le Pen ». Eh bien, force est de constater que cette semaine, Marine Le Pen a modéré ce qu'elle appelait comme des propos à l'époque comme des inepties. Elle disait il n'y a pas du tout de raison que je ne puisse pas être candidate. Eh bien, cette semaine, elle a indiqué qu'elle réfléchissait à l'éventualité que Jordan Bardella doive se préparer. Elle lui a demandé donc de se préparer, de se tenir prêt en cas échéant à prendre sa relève. Sa première actualité RN. Et puis, on pourrait en parler également en complément de ce thème sur le Rassemblement national. 20 minutes nous informait hier que concernant la réforme des retraites, le RN ne votera pas la motion de censure contre le gouvernement. Donc voilà, messieurs, est-ce que Bardella, c'est le Macron 2.0 qui sera candidat aux élections 2027? Messieurs, qui veut prendre la parole en premier? Bon, je peux le faire. Quel enthousiasme! C'est pas un sujet des plus passionnants. Je pense que de toute façon, que ce soit Marine ou Jordan, il n'y aura pas une grosse différence, peut-être en politique étrangère quand même entre les deux.
où je sens quand même Marine qui a une expérience et une connaissance bien plus approfondie des problèmes de politique étrangère que Jordan Bardella qui me semble très faible à ce niveau-là. Après, la réflexion qu'on peut se faire, c'est que effectivement, le Rassemblement national, depuis des années, a essayé de donner tous les gages qu'il a pu au gouvernement et à l'État profond français. On peut parler quand même aussi d'un État profond en France, notamment en ne votant pas, en s'abstenant sur le vote pour l'admission de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, en votant l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Là, tu viens d'en parler par rapport à la réforme des retraites, etc. Donc, en fait, c'est le parti qui essaye d'être le plus lisse possible depuis des années, ne faire aucune vague. Et malgré tout, voilà, la sentence, en fait, est tombée pour Marine. Alors bon, elle espère quand même toujours, je crois, pouvoir s'en sortir, mais elle se rend compte que c'est moins évident que ce qu'elle avait pu penser au début. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, on voit, en fait, ce qui éclate aux yeux, c'est que la stratégie adoptée par le Rassemblement national depuis des années n'est pas la stratégie qu'il fallait adopter. C'est-à-dire que la volonté absolument de ne faire aucune vague et de ne prendre aucune décision qui pourrait heurter les autorités n'a servi strictement à rien. Et donc, on peut regretter quand même cette voie qui a été prise par les dirigeants du Rassemblement national, parce que aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où nous autres patriotes français, eh bien, on n'est pas représentés à l'Assemblée nationale. Alors, le Rassemblement national ne représente pas la voix des vrais patriotes français qui sont quand même encore nombreux en France. patriote ou souverainiste, parce que Nationalistes français, de toute ouais, façon. parce que le Rassemblement national a notamment indiqué qu'ils étaient désormais des européistes convaincus. Marine Le Pen a bien dit qu'elle ne souhaitait absolument pas, pour son parti, qu'il y ait de potentiels débats sur le fait de quitter l'Europe. Xavier Moreau, au 3e jour de ton jeûne, je sens que tu as envie de voter en 2027 Jordan Bardella éventuellement. Non, mais une fois de plus, tu me contrains de parler de ce qui est du sujet le moins intéressant de la planète, c'est-à-dire la vie politique française, qui sera de toute manière largement conditionnée par la situation économique et le défaut potentiel sur la dette. Donc, j'ai plusieurs considérations. D'une part, le RN a été créé le FN a été créé par François Mitterrand pour cornériser toute une partie de l'électorat français et pouvoir permettre à la gauche, au sens global du terme, c'est-à-dire, je considère que la France est dirigée par un parti unique avec un centre qui est Emmanuel Macron et une aile gauche qui est Jean-Luc Mélenchon, une aile droite qui est Marine Le Pen. Et quand je dis aile droite, Marine Le Pen, c'est vraiment pour faire, c'est vraiment pour l'image. Donc, de toute manière, le but, c'est qu'ils perdent. Je pense que Jordan Bardella, contrairement à ce que certains s'imaginent, aura bien plus de chances de perdre que Marine Le Pen, parce qu'il ne tiendra pas à une vraie campagne où on va répéter ce que tout le monde sait, mais dans un débat, ça peut faire très mal. Il n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a aucun diplôme, il n'a aucune expérience. Tout ce qu'il a comme expérience, c'est député au Parlement européen, c'est-à-dire qu'il n'en a aucune. Le Parlement européen ne sert à rien. Ça, c'est une première chose. La seule chose, une réflexion aussi que je me faisais, c'est qu'il correspond quand même, je dirais physiquement, à cette espèce de nouvelle classe dirigeante qui est imposée, comme dirait Fabrice, par l'État profond, par les mondialistes, l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il est plutôt beau garçon, il a une sexualité inconnue, en fait. D'ailleurs, à partir du moment où on vous demande dans une émission de télévision si vous êtes homosexuel, c'est qu'il y a un problème, en fait. Aucun d'entre nous nous demandera si jamais on est homosexuel ou pas. Voilà. Lui, on lui a demandé. Donc, il y a un problème avec ça. Donc, ça, c'est un des critères. Donc, beau garçon ou jolie fille. On voit Sanna Marin, la Premier ministre finlandais, était jolie. Kaja Kallas est aussi plutôt jolie. Donc, la seule différence, c'est que lui ne parle pas anglais. Parce que d'habitude, tous les autres, en fait, on est sur un modèle je dirais, d'hommes ou de femmes politiques insignifiants. Ah oui, surtout important, absolument creux au niveau des idées. Aucune vision du monde.
aucune idée, je dirais, aucune ligne directrice. Donc en cela, peut-être qu'il pourrait être choisi par l'État, par les mondialistes, pour... Alors, Fabrice, je vais te reprendre tout de suite parce que je pense qu'on a un petit souci avec Xavier. Je voudrais rebondir, si tu Ouais. permets, Alexis, sur ce que vient de dire Xavier, parce qu'il a tout à fait raison. Et j'ai l'impression qu'on a retrouvé Xavier d'ailleurs au passage. Ouais. Non, Je sais pas. Oui, je Ouais. suis là. En tout cas, Ouais. Fabrice, et on te reprend Xavier tout de suite. non, mais ce que dit Xavier est important parce qu'effectivement, c'est ce qui dénote, surtout quand on voit un Jordan Bardella, c'est son manque d'idées. Mais il y a aussi un autre point qui me semble vraiment important, c'est quand on voit les problèmes que la France connaît aujourd'hui, à tous les niveaux, problèmes économiques, problèmes Considérable. d'immigration, de violence, à tous les niveaux, la France est en train de régresser. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un gamin, et c'est pas méchant de ma part vis-à-vis de lui en particulier, mais de toute façon, pour redresser la France, et quand je dis redresser, c'est un vrai redressement national, etc. Est-ce qu'on peut imaginer un Jordan Bardella faire ça? Enfin, il y a cette fameuse phrase là qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant ». On a déjà un enfant aujourd'hui avec Macron, même s'il a plus de 45 ans. En tout cas, il a une attitude de gamin. Jordan Bardella est trop jeune pour pouvoir prendre des fonctions aussi importantes, surtout dans une situation aussi critique qu'aujourd'hui. La France traverse une période extrêmement difficile. Si on veut vraiment redresser la France et si on se prétend être du camp nationaliste patriote, il y aura des réformes tellement importantes que ça va secouer dans tous les sens. On peut pas imaginer une demi-seconde qu'un gamin comme Jordan Bardella puisse avoir la carrure pour ça. Entendu, Mais Xavier. C'est peut-être aussi la stratégie de Marine Le Pen, c'est-à-dire si jamais elle ne peut pas être élue, il ne faut pas que non plus elle ait un candidat qui fasse un trop bon score. Parce que sinon, elle pourrait être mise de côté, puisque je pense qu'elle voudra se présenter dans 5 ans. Donc, je pense que c'est aussi sa stratégie. Ça a toujours été la stratégie, y compris celle de son père. C'est-à-dire ne pas s'entourer de gens qui sont soit trop intelligents, soit qui ont trop de charisme. Donc, des médiocres. Et ce qui permettait de garantir au vieux Le Pen, comme à Marine Le Pen, eh bien de dominer le parti. Donc, je pense que c'est la stratégie qui est suivie là. Mais encore une fois, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on parle de l'élection de 2027. Regardons ce qui se passe en 2025. Je vous recommande la dernière vidéo de Marc Toati, l'économiste, sur la situation de la dette française, qui va entraîner vraisemblablement cette année une dégradation de la note et donc qui va rendre notre dette insoutenable. Aujourd'hui, on est à 3,3, je crois, de taux d'intérêt à 10 ans, quand l'Allemagne est à 2,6, je crois. Et si jamais on perd notre double A, et normalement on devrait déjà l'avoir perdu, eh bien, on va passer à, je ne sais pas, 4, 5, on va avoir une dette au niveau de la Grèce. Sauf qu'on est la France et que si jamais la France perd son double A, ça va entraîner un cataclysme économique, non seulement sur la France, mais sur l'Union européenne, puisque tu en es le poids de la France dans la zone euro, et même ça, je pense, aura des répercussions au niveau mondial. C'est ce que pense Marc Toati également. On est le Lehman Brothers. Donc faire des prospectives sur ce qui va se passer dans 2 ans, quand on voit ce qui nous attend déjà cette année, ça me paraît un peu excessif. Et je pense que ça peut rebattre complètement les cartes, parce qu'en plus, ce qui nous a amené dans cette situation-là, c'est le socialisme. Le socialisme est rentré dans la tête de tous les dirigeants français, de tous les partis. Mélenchon, Macron, j'en parle pas, mais j'écoutais les dernières sorties de Marine Le Pen. Elle reproche à l'Union européenne d'être une organisation marchande, alors qu'on ne produit plus rien. Donc, pour être marchand, il faut avoir des trucs à vendre. La France, elle ne produit plus rien. On est du tertiaire avec des boulots inutiles. Et on doit descendre en dessous de 10% d'industrie dans la part de notre PIB. Et donc, et également ultra-libéral. Appeler l'Union européenne ultra-libérale alors qu'elle colle des normes stupides
pour n'importe quelle idéologie climatique, ou alors même qu'elle est capable de détruire des morceaux entiers des économies européennes, parce que, pour faire la guerre à la Russie, alors que la Russie ne nous fait pas la guerre, si ça c'est de l'ultralibéralisme, alors vraiment, moi je suis mélenchoniste. Donc ça n'a absolument, son discours n'a aucun sens, mais parce que dans sa tête, en fait, le discours Robin des Bois, c'est-à-dire vous inquiétez pas, on va prendre l'argent aux pauvres, aux banques, c'est à cause des méchants marchands, des méchants banquiers, mais il suffira de prendre une loi et puis, comme dirait Sarkozy, on ira chercher la croissance avec les dents, parce qu'encore une fois, le socialisme, le turbo-socialisme, comme dirait Laurent Nicolas, est tellement entré dans la crâne de la vie politique française, c'est qu'ils sont même pas capables d'analyser la raison de cet échec. La France est le pays avec le plus de fonctionnaires, le plus endetté au monde, avec la part du PIB qui vient de la dépense étatique la plus importante au monde, et elle continue à nous tenir un discours pareil. Donc, il faut bien se rendre compte que toute cette classe politique, ce parti RN, est aussi déconnecté de la réalité que l'est la Macronie, que l'est la France insoumise. Je dirais, on est juste à des niveaux de ce que j'ai appelé dans mon bouquin des nuances de gauche. Mais en soi, la solution qui serait un Deng Xiaoping français, c'est-à-dire quelqu'un qui refasse de la France une économie de marché, on y est loin, personne ne la prône. Et je dirais, même par exemple, si peut-être un peu Asselineau, je pense, mais même chez les petits partis souverainistes, avant tout, le combat, c'est la souveraineté. Mais la souveraineté, pourquoi faire ? Quand Mitterrand arrive en 81, la France est totalement souveraine. Mais Mitterrand, notamment, ses vertus, il fait deux choses. Il fait basculer la France dans le socialisme au moment où l'URSS et la Chine communiste essaient d'en sortir. Et après, évidemment, il s'attaque à notre souveraineté, puisque Maastricht, tout ça, c'est lui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours souverainiste, pourquoi faire ? Et pour revenir donc à Jordan Bardella et Marine Le Pen, de toute manière, tout ce qu'ils proposent n'aura plus aucun intérêt dans un an, je pense. Tout leur programme économique, qui est en fait le programme commun de Mitterrand en 81, sera complètement caduque quand on aura été au bout précisément du socialisme. En fait, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est l'ultime étape de 1981, c'est-à-dire la ruine de la France par une politique socialiste qui n'est jamais arrivée. Et ce que les gens attendront, en fait, c'est un grand réformateur. Et pour l'instant, je le vois pas, je vous le dis tout de suite. Un grand réformateur et contrairement à ce que je dis, c'est même pas un Poutine, c'est trop demandé à Poutine, mais surtout un Deng Xiaoping, quelqu'un qui fasse rebasculer la France dans l'économie de marché. Et c'est bien sûr ni Jordan Bardella qui n'y comprend rien, et ni Marine Le Pen qui n'y comprend pas grand-chose non plus, il faut dire la vérité. Bon, on reparlera de tout ça. De toute façon, Jordan Bardella a plein d'autres préoccupations actuellement. On a appris notamment qui était beaucoup plus concentré sur l'histoire de la raclette dans sa douche que par les préoccupations des Français du quotidien. Donc, on va le laisser effectivement au nettoyage de son domicile. On reviendra sur la politique nationale prochainement, puisque j'imagine qu'à l'approche de 2027, on aura plein de sujets à traiter. Messieurs, petit générique, et puis on va passer au thème central. Donc, on va parler de ce sommet de l'OTAN aux Pays-Bas en se posant deux questions. La première question, c'est Ukraine-Iran, est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures ? Et puis également, on parlera de Trump. Est-il le Daily, comme l'a appelé Rutte, le chef de l'OTAN ? Est-ce que c'est le grand retour du shérif in town, comme disaient les Américains ? Tout de suite, petite jingle pub, et on se retrouve après. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux à venir découvrir la beauté de Moscou. Xavier, Fabrice, vous n'allez pas me contredire, c'est la plus belle ville au monde actuellement. N'hésitez pas à nous contacter, les liens sont en description et puis bien entendu vous allez sur notre site divergencepolitique.fr, il y a une rubrique qui s'appelle service, n'hésitez pas à vous cliquer, vous nous envoyez un message et on prendra attache avec vous. Xavier, Fabrice, parlons un petit peu de ce sommet de l'OTAN qui a eu lieu mardi et mercredi à La Haye aux Pays-Bas.
C'était le Donald Trump Show. Avant de parler un petit peu de Donald Trump, est-ce que déjà, on peut considérer que les événements qu'on a vécus ces 15 derniers jours marquent un 2 poids 2 mesures entre le traitement de la question ukrainienne et le traitement de la question Israël-Palestine Israël-Iran, pardon. J'aurais commencé par une petite référence, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois, Vladimir Poutine a donné une interview. Il était dans sa voiture, dans son Urus, un journaliste russe. Et il avait dit quelque chose qui était un peu choquant, parce que d'habitude, Poutine, c'est pas du tout un homme politique occidental, donc il a de la retenue, il a une approche assez virile. Mais il avait dit, en parlant des Européens qui n'étaient pas contents de l'arrivée de Donald Trump, il avait dit, vous verrez, ils finiront tous à ses pieds, comme des chiens en fait, en remuant la queue. Et là, on a assisté à ça, quoi. C'était vraiment, c'est-à-dire que les leaders européens et canadiens étaient tellement inquiets que Trump envoie balader l'OTAN qu'ils lui ont donné tout ce qu'il voulait. Donc Zelensky a été forcé à porter une veste. Ils ont annoncé qu'ils allaient monter le budget de la défense à 5% d'ici 10 ans. Ils ont été gentils avec lui, ils l'ont flatté, c'était vraiment une bande de petits chiens en train de remuer la queue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça correspond exactement à ce que Poutine avait annoncé. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, l'OTAN, c'est quoi? C'est la laisse par laquelle les États-Unis tiennent les pays européens. Et en fait, il y a une chance qu'on soit débarrassé de l'OTAN, mais la servitude volontaire des dirigeants européens est telle qu'on est prêt à tout donner à Trump pour qu'il n'y ait pas cette rupture, en fait. Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Et puis après, pour répondre plutôt à ta question, effectivement, il est clair que la priorité, c'est plus du tout l'Ukraine. L'Ukraine et Poutine ne figurent même pas dans l'acte finale, la déclaration finale. Et même si on a entendu Merz, Starmer et Macron expliquer que la Russie était l'ennemi, il est clair qu'en tout cas, Trump, lui, il est passé à autre chose. Et que sa priorité, c'est évidemment le Moyen-Orient. Cela dit, si jamais il enchaîne les succès, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un succès, ce qui s'est passé pour lui, ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran. S'il continue il paraît qu'il y a un plan, a priori, pour le Gaza, pourquoi pas continuer à faire ce qu'il a fait avec l'Ukraine. Encore une fois, je vais finir là-dessus, Trump a les clés de la fin du conflit. Comment est-ce qu'il a fait plier Netanyahou? C'est lui qui fournit les munitions et l'argent. Donc, c'est lui qui décide qui lui propose, écoute, c'est bien, tu t'es mis dans une situation impossible, je vais faire semblant de bombarder l'Iran, et puis après, on va faire la paix. De toute manière, tu n'as pas le choix. Si jamais tu n'acceptes pas, je te coupe les munitions et l'argent. Et il peut faire très bien la même chose pour Zelensky. Et à la limite, moi, j'attends pour regarder. J'attends pour voir la suite des événements. J'observe ce qui se passe. Et on ne peut pas exclure qu'après tout, avec Trump, tout est possible. On peut pas exclure Trump, tout est possible. Ça, c'est certain. D'ailleurs, dans l'immédiat, pour l'instant, il n'y a pas de matériel qui a été envoyé à l'Ukraine. Non, d'ailleurs, il n'était pas content, Zelensky. Il a manifesté un petit peu son mécontentement. Je fais juste une parenthèse avant de donner la parole à Fabrice. Les fameux 5%, les États-Unis ne les tiennent même pas déjà actuellement, et je ne vois pas économiquement, dans le contexte actuel américain, comment ils pourraient arriver à 5%. Ça, c'est une autre parenthèse. Qui plus est, nous ne sommes pas américains, donc qui se débrouille. Fabrice, 2 poids 2 mesures, ce sommet de l'OTAN? Oui, Xavier a déjà répondu en partie. Effectivement, on voit bien d'abord que la question ukrainienne est passée en second plan. Trump lui-même l'a dit plusieurs fois que sur l'approvisionnement à venir des armes, les systèmes anti-aériens, patriotes, etc., allaient tous partir en Israël, prioritairement. Et du reste, Israël en a bien besoin, puisque, pour ouvrir une parenthèse là-dessus, l'Iran, sur les 12 jours de guerre avec Israël, a montré que les systèmes anti-aériens et les différentes couches d'hommes de fer, Arrow, THAAD, etc., n'étaient pas du tout au niveau prétendu.
prétendue par Israël et prétendue par les Américains et notamment par Trump qui n'arrête pas de dire que le matériel américain est le matériel le plus sophistiqué, le plus abouti qui n'a jamais existé sur cette terre. En réalité, une des grandes victoires de l'Iran là-dessus, c'est justement sur cette guerre, ou dans cette guerre, c'est qu'elle a montré la faiblesse de ce dôme de fer et de toutes les couches anti-aériennes qui existaient. Et aujourd'hui, si il y a eu un cessez-le-feu, Trump s'en revendique la paternité, moi je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, mais s'il y a eu un cessez-le-feu, c'est parce que Israël a supplié les Iraniens d'arrêter. Israël n'était pas du tout prêt en fait à une telle réplique et avait largement sous-estimé la capacité iranienne à répliquer suite à leur attaque, et surtout n'était pas prête à une guerre sur le long terme, et pensait, comme l'a dit très justement Xavier, que Trump finirait par les rejoindre. Or, Trump, même s'il est quand même plus ou moins tenu par l'AIPAC et qu'il a été obligé, parce que, en fait, Trump, une autre chose qu'a révélé cette guerre, c'est que Trump, en fait, est beaucoup moins libre que ce qu'on pensait. C'est pas possible que les Israéliens aient attaqué l'Iran sans l'aval de Trump. Donc, pendant que Trump négociait avec les Iraniens, il a quand même donné un blanc-seing à Netanyahou pour attaquer. Mais Trump, par contre, est quand même quelqu'un on le sait, d'intelligent et de pragmatique. Il n'avait surtout pas envie que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz. Il n'avait pas envie non plus de laisser Israël se faire, parce que les résultats pour Israël, et ça on pourra en parler plus tard, sont catastrophiques après ces 12 jours de guerre. Et donc il a sauvé en fait le soldat Netanyahou en arrivant à cet accord, à ce cessez-le-feu. Voilà, ni plus ni moins. Hein. Mais donc voilà, pour revenir à la question, oui, aujourd'hui la priorité pour les États-Unis et pour Trump, c'est évidemment Israël. Et l'Ukraine, en fait, on n'en entend quasiment pas parler. Là, ça fait 15 jours que dans les médias, on n'en a pas entendu parler. Et il est fort probable, là, que de toute façon, le sommet de l'OTAN a été un échec total pour Zelensky, qui est reparti. Il pensait avoir un certain nombre de garanties sur le fait que son pays puisse rejoindre l'Union européenne, puisse... pourquoi pas, dans un moment ou un autre, en tout cas, avoir des garanties de sécurité, etc. Il est parti avec absolument rien de ce qu'il voulait. Et Trump l'a piégé, on va dire une nouvelle fois, malgré le fait qu'il ait mis son plus beau costume de sortie qu'il a pris dans son placard. Ça faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas sorti. Mais il n'y avait pas de cravate. Mais voilà, il y a eu un bel essai de sa part, mais essai non transformé. Voilà, c'est sans doute le Remember de Washington. Il s'est souvenu des mots sur le perron de Washington. Pour rebondir sur ce que dit Fabrice, il y a eu un passage assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une journaliste ukrainienne donc, qui lui demande si les États-Unis vont livrer des patriotes pour riposter contre les attaques quotidiennes russes sur les infrastructures critiques ukrainiennes. Et donc... Trump lui demande d'où elle vient, donc elle dit je suis basée à Varsovie, mon mari est dans l'armée ukrainienne, etc. Et donc il est très compatissant, et puis il lui répond sur les patriotes, il lui répond vous savez, tout le monde en veut des patriotes, notamment Israël, en gros je ne sais pas s'il y en aura pour vous. Donc en fait il essaie même pas, si on avait eu Biden en état de répondre, il aurait répondu oui, je vais voir ça. Il aurait demandé à son ministre de la Défense de régler ce problème. Là, en fait, il n'essaie même pas de bercer l'Ukraine et Zelensky d'illusions. Donc, je pense qu'effectivement, on est dans une séquence intéressante. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que à la manœuvre du côté d'Israël et de l'Iran, c'était Witkoff. Donc, c'est quand même un envoyé extrêmement efficace. Qui est très bon contact avec Poutine. Et si c'est lui maintenant qui est le véritable acteur de la politique étrangère, le véritable envoyé de Trump, c'est plutôt de bon augure en ce qui concerne la relation avec la Russie. Et non plus ce pauvre Kellogg qui est complètement dépassé par les événements, qui est une espèce de néoconce grabataire qui comprend vraiment rien. Alors que Witkoff, lui, il a compris le nouveau rapport de force. Et ça aussi, c'est des signes qui sont plutôt encourageants. Messieurs, on va passer
On Pardon, va passer mais sur la deuxième question quand juste même. pour finir là-dessus, Alexis, si tu permets, un autre signe encourageant, pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier, c'est le fait effectivement que Trump a dit à plusieurs reprises ces derniers temps qu'il était hors de question de vexer la Russie, et notamment sur les sanctions que l'Union européenne voulait rajouter, etc. Il s'y est opposé plusieurs fois en disant si on fait Rubio ça, aussi. voilà. Donc on sent vraiment qu'il y a une volonté quand même de sa part d'essayer de continuer à régler le problème en Ukraine le plus vite possible. Rubio aussi qui a dit cette semaine à des Oui, journalistes qui oui. lui posaient sur le renforcement des sanctions, il a dit si on fait ça, avec qui dialoguerons-nous derrière? On clôt la question du deux poids deux mesures. Alors deuxième question que je pourrais vous poser, ce sommet de l'OTAN, c'est le Trump Show, c'est le retour du shérif dans la ville. Mark Rutte a même appelé Donald Trump Daddy, donc papa, la traduction ce serait papa. C'est quand même hallucinant. Trump qui voulait peut-être pas sortir d'OTAN, mais en tout cas qui voulait prendre un petit peu de distance avec l'OTAN, là discute de passer finalement une cotisation annuelle à 5%. Enfin, en renforcement des moyens militaires à hauteur de 5% du budget des pays. Donc c'est quand même complètement l'inverse de ce qu'il disait pendant sa campagne. On a appris justement qu'il souhaitait potentiellement, alors là ça a été notifié par CNN, que les États-Unis pourraient offrir 30 milliards de dollars à l'Iran pour développer un programme de paix nucléaire en Iran. Donc je pense que les contribuables américains vont être heureux de savoir où partent leurs impôts, accessoirement. Non, mais ils peuvent dormir tranquilles, hein, les contribuables américains. Les Iraniens n'accepteront jamais cet argent des Américains. Ça, Voilà. ça. J'espère pour les Américains parce que sinon la note va être chère. En tout état de cause, on a l'impression que Trump fait finalement fi de ses promesses de campagne et qu'il est en train de reprendre le contrôle total de l'OTAN. Est-ce que c'est pas le retour du shérif, Xavier Moreau? Ben non, moi je pense qu'au contraire, ça se voit que l'OTAN l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est que ça lui coûte plus d'argent. Il faut voir qu'à la fin de son dernier mandat, je parle même de l'OTAN et de manière générale de la présence américaine dans le monde. Il faut voir que la veille juste avant la fin de son premier mandat, il avait annoncé à la Corée du Sud et au Japon qu'il allait multiplier par 4 le coût. Puisqu'en fait, non seulement le Japon et la Corée du Sud sont des pays occupés, mais en plus, ils payent pour l'occupation. C'est un peu comme nous à partir de 1940. Voilà. Et d'ailleurs, point important, le Premier ministre japonais n'est pas venu, le nouveau, parce qu'il est plutôt pacifique. Et donc, c'est une manière pour lui de protester, je pense. Donc, je pense que non, Donald Trump veut se retirer de la plupart des bases dans le monde parce que ça coûte cher aux États-Unis, à moins que les gens payent. Or, je ne vois pas l'Allemagne payer pour la présence américaine. Les 5%, c'est quand même, il faut quand même le rappeler, c'est sur 10 ans. C'est 3,5% de dépenses militaires et 1,5% dans les infrastructures. C'est-à-dire qu'en gros, vous construisez une route ou un pont. Si vous dites que c'est pour pouvoir déployer des forces armées, vous allez mettre ça dans le budget de la défense. Donc, pour moi, tout ça, c'est du pipeau, si on me permettez l'expression. Et je pense qu'au contraire, Trump veut se désengager et que les autres ne veulent pas qu'il se désengage. Et c'est pour ça qu'ils ont été ridicules. Et la manière dont, effectivement, Rutte l'a traité avec une flagornerie, mais ça en était presque gênant, est symbolique de ça, sachant que tout de même, Rutte, le poste de secrétaire général de l'OTAN, c'est un porte-parole. Il décide de rien. Celui qui commande l'OTAN en Europe, c'est sa sœur, je crois que ça s'appelle, le suprême commandeur des forces européennes. Voilà, c'est lui le véritable chef, et c'est pas Rutte. Donc, et Rutte doit sa position notamment au choix des États-Unis. De toute manière, il n'y a pas de démocratie au sein de l'OTAN. C'est une alliance verticale avec un chef. Et si jamais il ne voulait pas de Rutte, il n'aurait pas pris. Donc c'est pour ça que Rutte en fait des tonnes. Il est servile vis-à-vis de son employeur. Mais je dirais, ils ont tous été serviles, sauf Erdogan qui sait se tenir. C'était vraiment presque gênant. C'était gênant. Notons-le. Sanchez, pourtant c'est un socialiste, donc c'est pas du tout ma tasse de thé, mais qui a dit bah non, nous on va pas augmenter à 5%,
parce que ça nuirait à nos dépenses sociales. Et il s'est pris juste après une menace de Trump, hein, quand même, en disant, puisque c'est comme ça, on va vous faire un accord commercial défavorable. Donc, tout ça, ça semble quand même une fin de règne, en fait. Et en plus, il faut dire une chose aussi, c'était le sommet de la défaite. Parce que ce qu'on voit, c'est-à-dire cette agglomération de 32 membres de cette structure, est en train de se prendre une énorme raclée en Ukraine. Il faut le rappeler. Et qu'une fois que le dernier soldat ukrainien sera mort, il n'y aura plus de soldats au sein de l'OTAN capables de se battre. La réalité, c'est ça, en fait. Parce que si vraiment on voulait faire de l'OTAN une alliance militaire et non pas politique, en fait, c'est une alliance politique et pas militaire, eh bien, il faudrait complètement revoir la manière dont on éduque les enfants dans les gros pays d'Europe. L'Allemagne, la France, c'est-à-dire on interdit la Gay Pride, on remet dans les écoles un programme de formation pour la jeunesse, on encourage le sport, surtout on arrête d'expliquer qu'on peut changer sexe, et on reprend des valeurs patriotiques, et même, il faudrait aussi même inculquer des valeurs impérialistes, parce que c'est une chose d'expliquer aux garçons qu'il faut se battre pour la patrie, c'en est une chose de leur expliquer qu'il faut qu'ils partent à 2000 km de chez eux pour aller se faire tuer dans la steppe ukrainienne. Donc tout ça, en fait, est une espèce de fumisterie. L'OTAN n'est pas une alliance militaire. L'OTAN, donc tu peux monter le budget à 5% ou à 10%. Je ne sais même pas pourquoi ils ont dit 5%. C'est par rapport à quoi? C'est quel calcul? C'est encore un modèle mathématique comme pendant le Covid. Tout ça est grotesque. Et cette alliance, je pense, vit, je dirais pas ces derniers jours, mais on approche quand même de la fin. Et la défaite en Ukraine va être quelque chose qui va, je pense, forcément secouer énormément. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous terrorisés derrière Trump. Il ne faut pas que Trump parte, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, Fabrice, finalement, ok, est-ce que Trump ne serait pas la marionnette du Deep State? Est-ce que c'est pas finalement le Deep State qui gagne dans cette réunion, dans ce sommet d'OTAN? Parce que Deep State, c'est beaucoup d'argent, c'est d'investissement pour les lobbies militaires aux États-Unis, c'est d'investissement sur beaucoup de secteurs comme ça contrôlés. Trump a-t-il perdu la main définitivement vis-à-vis du Deep State? En fait, il y a deux questions. Effectivement, alors je parlerai plutôt des relations de Trump et du Deep State par rapport à la guerre qui s'est déroulée entre Israël et l'Iran, où là, on a vu quand même, comme je l'ai dit, que Trump, malgré les postures de chef qu'il essaye d'avoir, on voit quand même les liens qu'il a avec les lobbies, notamment les lobbies israéliens, qui l'ont forcé au démarrage, en tout cas, comme je l'ai déjà dit, à donner un blanc-seing à Netanyahou pour qu'il puisse attaquer l'Iran, même si, c'est ce que je pense, Trump ne voulait pas forcément, en tout cas, entraîner son pays dans cette guerre. Il s'en est sorti par une jolie pirouette, on va dire, sur le bombardement théâtral des centrales nucléaires iraniennes. Mais en fait, cette séquence-là nous a montré quand même que Trump, alors on sait qu'il a reçu quand même des dizaines, voire des centaines de millions, des dizaines de millions de dollars pendant sa campagne par des personnes très liées à l'AIPAC, etc. Et donc, je crois qu'il ne peut pas entièrement se défaire de ce lobby-là. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur ce qui s'est passé réellement durant le sommet de l'OTAN, on a vu, en fait, il a fait une déclaration, moi, qui m'a semblé quand même assez ubuesque, mais on a vu comme tous les autres responsables de pays appartenant à l'OTAN voulaient surtout ne pas déplaire à Trump. Tout le monde a plus ou moins acquiescé, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, il faut que l'OTAN se réarme, il faut qu'on arrête de demander toujours de l'argent et des armes aux États-Unis. Donc, vous devez vous réarmer, mais par contre, vous devez fabriquer vos armes aux États-Unis. En fait, ou acheter. C'est acheter américain, quoi. Vous devez vous réarmer avec nos magasins. Et il l'a clairement dit. C'est-à-dire que d'un côté, il va forcer tous les présidents des pays appartenant à l'OTAN à se réarmer, mais à se réarmer avec du matos américain. Et donc, lui, il fait tourner le lobby, toute son industrie militaire, pardon. Et donc, pour lui, c'est du bénéfice à tous les niveaux. C'est-à-dire, je force les autres. De toute façon, là, il est en mesure, parce que quand il est arrivé au sommet de l'OTAN,
il est arrivé avec l'aura de celui qui venait de terminer une guerre, bon, qu'il avait lui-même commencé, hein, il faut quand même le dire. Mais ce que les gens ont retenu, c'est voilà, il a mis fin à une guerre qui aurait pu être désastreuse. Tout le monde avait peur des conséquences de cette guerre entre Israël et l'Iran, bien plus d'ailleurs que des conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, parce que Israël-Iran, c'est le détroit d'Ormuz, c'est 20% du pétrole qui passe par ce fameux détroit, et donc si blocage de ce détroit, derrière, explosion des prix à la pompe, et chaque président en Occident et même d'ailleurs ailleurs dans d'autres pays n'a qu'une peur, c'est de voir des révoltes du type gilet jaune ressurgir parce que à la pompe le prix au litre a été multiplié par 2. Donc en fait, il est arrivé, il venait de terminer cette séquence par une signature d'un cessez-le-feu. Donc, effectivement, il avait en plus cette aura qui l'accompagnait, et le fait que voilà, ça a été le héros du sommet, et il s'est servi en fait de sa position de dominant pour racketter une fois de plus les soumis européens qui sont très contents d'accepter de donner leur argent aux États-Unis et aux complexes militaro-industriels américains plutôt que aux entreprises européennes et françaises. Et ce qui est malheureux, encore une fois, pour notre industrie. Bah, les pigeons européens, Xavier Moreau, Fabrice, on va peut-être finir cette émission sur ce dernier mot. C'est un clou de plus dans la souveraineté française. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Oui, on peut pas faire pire. De toute manière, la France, elle n'a pas les moyens, encore une fois, de passer à... Aujourd'hui, si on retire les pensions, les salaires des militaires, etc., le budget de la défense française, c'est 1,5% du PIB. Il faudrait multiplier par plus de 3 fois notre budget. C'est tout simplement pas possible. Et encore une fois, on est ruiné. Et il y a eu cet article très intéressant il y a 15 jours je crois que c'était dans Challenge, le magazine français, où on annonçait que finalement le ministère de la Défense était en défaut de paiement. Il y avait des sous-traitants qui n'avaient pas été payés. Il n'y a pas de commande. Donc les grands acteurs du complexe militaro-industriel français ne peuvent pas investir. Donc tout ça, c'est du grand n'importe, c'est du discours. C'est une manière pour, je pense, Emmanuel Macron d'essayer de se tenir la tête hors de l'eau en essayant de jouer la carte internationale, puisque d'ailleurs on le voit plus en France, il est toujours en balade. Mais tout ça ne correspond à rien. L'OTAN a perdu la guerre et ils peuvent se réunir autant de fois qu'ils veulent à La Haye, à Ramstein, ça ne changera absolument rien. Ils ont perdu la guerre contre la Russie seuls. Et ça, c'est quand même un peu embêtant pour ce qui est censé être la plus puissante alliance militaire de l'histoire de l'humanité. Fabrice, mot de la fin pour toi. Il y a une phrase qui m'avait choqué de Starmer. Mais enfin bon, on n'est plus... Si on avait qu'une. On est choqué à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Bon. Parce qu'on parle de l'OTAN qui est soi-disant une organisation défensive, etc. Lorsque les États-Unis ont bombardé l'Iran, Starmer a dit, si jamais vous, les Iraniens, vous permettez de bombarder une base américaine, nous, Anglais, nous prendrons cela comme une agression à l'égard d'un membre de l'OTAN et donc nous rentrerons en guerre contre vous. C'est quand même dingue, là. C'est-à-dire que cette organisation qui, à la base, avait été... C'est vraiment, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, ça sent la fin d'un règne. Cette organisation qui avait été créée pour des raisons défensives, aujourd'hui, agresse un pays. Et s'il se défend, eh bien, on utilise quand même la clause qui permet de... Et il s'est défendu et Starmer n'a pas bougé. Et l'Iran a bombardé les bases américaines et notamment celle au Qatar qui est un peu le joyau des bases américaines. Alors Trump a dit un mot dessus. Trump a dit que les Iraniens l'avaient appelé en amont pour donner l'heure exacte du bombardement et que Trump avait pu faire sortir en fait tous les militaires de la base pour qu'il n'y ait pas de problème. Et qui était reconnaissant aux Iraniens d'avoir prévenu le bombardement. Je pense que les Iraniens l'ont fait parce que probablement qu'il avait quand même plus ou moins prévenu les Iraniens lui-même qu'il allait bombarder les centrales nucléaires. Avec les fameux SBU 57, dont on a vu d'ailleurs qu'ils ne sont pas efficaces. Ouais. Voilà. Messieurs, écoutez, sujet passionnant encore une fois, comme quoi tout ça est une vaste fumisterie ou plaisanterie, prenez comme vous voulez.
Par contre, ceci dit, la souveraineté française, clairement, c'est pas pour maintenant. On se retrouve semaine prochaine dans ce 44e épisode de Divergence. On verra bien. Peut-être on aura une nouvelle guerre parce que maintenant on a des guerres d'une semaine ou 15 jours. Donc c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir des thèmes d'émission. Peut-être Taïwan la semaine prochaine si la Chine veut bien nous faire le plaisir de déclencher une petite guerre ou peut-être ailleurs. On verra bien. En attendant, suivez Xavier Moreau sur son canal Stratpol. Ça, il n'y a pas de changement sur RT en français. Fabrice Sorlin sur ton canal Telegram, je le redis encore une fois, Fabrice Sorlin dans la barre de recherche Telegram. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine sur Divergence. Au revoir, messieurs. À bientôt. Au revoir.